Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Distillerie. Les Steelers ont gagné leur premier match, ils ont lancé leur saison avec une petite victoire contre les Jets de New York. Polo, ça va? Content? Salut Romain, ouais, on a commencé la saison fort, tout s'est passé comme on avait prédit le- Et après, la franchement, semaine dernière. Un match à moins de 20 points ça c'était et pas un de problème, match. hein. J'étais assez Toi, proche t'es pas finalement. mal par contre. Toi, Ouais, t'es pas mal, ouais. bande de pessimistes. Thomas, ça va aussi? Ouais, bonjour Romain, bonjour à tous. Bah ça va, ouais, beaucoup mieux. Du coup, moi pour le coup, j'ai pas mal de trucs faux par rapport à ce qu'on avait, ce dont on avait parlé la semaine dernière. Moi aussi, je voyais un match pas ouf, et puis finalement avec pas beaucoup de points, avec une défense forte. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc très 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 ravi de m'être trompé pour le coup, et voilà, hâte d'en parler avec vous de tout ça. Will, Ouais, salut ça à fait longtemps. tous. Bah, ouais, le retour pour moi et le retour en beauté, hein, ce premier week qu'on arrive à gagner. Je vous dis, si c'est toute la saison comme ça, je ferai un arrêt cardiaque, hein, parce que les dernières secondes là, elles étaient incroyables. C'est la vie de fan des Steelers, ça, depuis des années. C'est dur, c'est On dur, perd 2 ans de vie à chaque match. c'est dur. Will, je viens d'y penser, c'est pas du tout préparé pour cet épisode, mais en un mot ou deux mots max. George Pickens, Eh, ton chouchou? eh, je pleure et en même temps je rigole parce que j'aimais vraiment ce joueur. J'aimais vraiment ce joueur. Et on pourra rajouter Mais un tu peux jour ce encore l'aimer. débat, hein. Oui, je l'aime. Ouais. Moi, je l'ai pas draft, hein, cette année en fantasy, hein. Je savais qu'il allait être dans Ok. l'ombre de CeeDee Lamb. Non, je suis content qu'il ait pu trouver une autre maison parce que chez nous, ça allait plus là, hein. Mais C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, je pense qu'on va te reposer la question en milieu de saison et on va essayer de ouais. trouver qui a remplacé George Pickens dans ton cœur. Ça marche? Là, c'est dur, hein. On verra. Je te laisse Ouais. un peu de temps. Je te laisse un peu de temps. Alors commençons par un petit retour du coup sur ce match. Donc comme on disait, une victoire avec un score final de 34-32 pour les Steelers, avec un Justin Fields, ancien QB des Steelers, qui a fait un plutôt bon match pour les Jets. Les Steelers ont passé la plupart du match derrière en courant au score. Et puis tout s'est un petit peu débloqué dans le quatrième quart-temps, avec 17 points marqués par les Steelers et un dernier field goal à 1 minute de la fin pour reprendre ces 2 points d'avance. Aaron Rodgers a fait 4 touchdowns à la passe. Je crois qu'en NFL, c'est le seul cette semaine qui a fait 4 touchdowns à la passe. Il y a d'autres QB qui en ont fait 2 à la passe et 2 à la course. Et les 4 TD donc, sont allés pour Ben Skowronek. C'est Skowronek d'ailleurs, j'ai toujours dit Skowronek. Skowronek apparemment. Euh, le premier pour Ben Skowronek, le deuxième pour Calvin Austin, ensuite Johnny Smith et Jalen Warren. 4 joueurs différents impliqués. Tu l'avais prédit, hein? Pas mal. Skoronak, tu l'avais prédit. Hum. Félicitations à toi parce qu'elle était Ouais, mais pas c'était un facile. petit peu, tu Elle vois. était pas facile à voir arriver celle-là, et donc tu l'avais prédit, bien joué. Ouais, enfin, j'y croyais pas non plus, mais écoute, ouais, j'étais content. C'est un peu la mascotte du podcast et je vais y revenir, d'ailleurs, je vais reparler de lui L'histoire plus ne tard. retiendra pas que Vous tu inquiétez n'y pas. croyais pas, l'histoire retiendra que tu as eu raison. C'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. Je vais couper ça au montage et je remettrai ce que j'ai dit Exactement. la semaine dernière. C'est bien, c'est honnête, c'est honnête. Euh, alors, je vais vous donner quelques stats sur les snaps, etc. Mais avant que je fasse ça, est-ce que vous avez un petit sentiment général sur ce match que vous voulez partager? Will, peut-être? Euh, Sur ce premier match, bon, on voit que on a une équipe différente parce qu'on arrive à marquer dès le premier drive. On a une équipe différente parce qu'on arrive à marquer plus de 20 points. Au premier match, on arrive à marquer des touchdowns. L'année dernière, c'était que des field goals. Euh, on a beaucoup de problèmes en défense. On s'est fait rouler dessus à la course, alors qu'on était censé avoir amélioré ce point de jeu. Non, il y a beaucoup ils ont beaucoup de travail, les joueurs là. Donc on gagne, mais je suis pas rassuré pour le reste de la saison. Il faut que Ouais, le second match se passe différemment. ouais. Polo, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Bah, tu disais les Steelers étaient derrière la plupart du match, mais en fait, apparemment pendant le match, le lead a changé 7 fois. Donc 7 points. sept fois,
7 fois. Donc en fait, c'est plutôt une Euh, Si je dis pas de impression. Tu vois, bêtises, c'est dans Marc intéressant Orfeuillet, la stat de Polo là. Parce que du coup, c'est vraiment c'est vrai. l'impression. Moi aussi, j'avais cette impression un Attends, petit je vais aller peu voir ça. de. J'avais un petit peu cette impression qu'on avait été ouais. derrière tout le match. Et en fait, c'est vraiment l'impression Après, que tu as par ouais. rapport au peut-être au tu sais, au mood du match, quoi. Tu vois, au développement du match, t'as l'impression Non, que c'est l'impression ouais. qui est restée, quoi, en gros. Ouais. Bah, après, tu sais, cette fois, ça fait Et- beaucoup, mais c'est dans les deux sens. Donc, en fait, les Steelers étaient devant trois Mhm. fois. Ils ont marqué le premier touchdown. Mm. Puis après, c'est derrière jusqu'au quatrième quart-temps. Et au quatrième Mhm. quart-temps, on repasse devant d'un point et on prend un field goal. Donc, en fait, première moitié du premier quart-temps, deuxième, troisième, on est derrière. et sinon, Donc, j'ai pas pas dit on complètement n'était pas dingue. les seuls. Non, non. Euh, on n'était pas les seuls à avoir tort sur la prédiction du match parce que le match Steelers-Jets, c'était celui qui était le plus bas en termes de over-under. Donc, j'avais dit 38-5 le week-end dernier et c'est le match qui a fini le deuxième avec plus de points. Mhm. Donc, Mais c'était dans, derrière Ravens mais Bills. dans la C'était prédiction chaud. qu'avait donné Romain sur les scores, il avait prévu, on l'avait pris, moi le premier pour un fou, il avait prévu un 36-34 ou je sais plus quoi, Exactement. un truc comme ça, 70 points complètement what the fuck avec Skornek qui met un TD et tout. Et quand j'étais devant mon match et que j'ai vu Et ça, j'ai dit c'est regardez, pas pareil, c'est pas possible. Le mec c'est retour vers le j'ai des futur, il a infos, les gars. l'almanach de Bill là, J'ai des et le infos. gars il a vu ce qui s'est passé, c'est pas possible. J'ai des infos, voilà. Je peux pas trop en Ah, parler, mais le j'ai des mec a un infos. insider, ils avaient prévu le match et tout. Non, ouais, Ouais, j'ai des joueurs qui m'envoient le game plan avant, ouais, t'inquiète. c'est ça. Non, oui, moi je suis à la fois surpris et à la fois inquiet et à la fois content. C'est assez Ouais. bizarre comme sentiment après cette week 1. Je suis évidemment content qu'on ait gagné. Je suis content qu'on ait eu une attaque qui nous ait montré autant de choses. C'était le gros point d'interrogation qu'on avait soulevé la semaine dernière sur l'attaque où on savait pas trop vraiment comment cette attaque, qu'est-ce qu'elle allait nous montrer. On avait parlé, moi le premier, de Rodgers. Est-ce qu'il avait encore beaucoup d'essence dans le moteur? Voilà, pour l'instant, on en parlera après, mais c'est pas mal. On m'attendait de voir aussi ce qu'on allait développer offensivement, et puis on s'attendait à une grosse défense. Donc en fait, on a eu pas mal de Mhm. réponses sur cette première week. Alors c'est des réponses temporaires évidemment, c'est la première semaine. Bon, on sait tous C'est que ça. c'est, Ouais. va falloir voir comment ça se déroule. Mais sur ce match-là, il y a des incertitudes qui deviennent des certitudes et des certitudes qui deviennent des incertitudes aussi dans l'autre Ouais, sens. Donc c'est pas faux. voilà. C'est vrai. Juste un point pour moi qui m'inquiète le plus. Je crois que Will et Thomas utilisaient le mot inquiet ou inquiétude. Pour moi, c'est vraiment la guerre des tranchées. J'ai Mm, l'impression qu'on a été mm, dominé des deux côtés. ouais. La ligne offensive a eu un petit peu de mal. Si c'est un truc individuel ou collectif, on peut en reparler. Et puis, surprenant, la défense qui a été vraiment, vraiment en difficulté, qui n'arrivait pas à sortir des blocs. Et voilà, on s'est vraiment fait manger sur les deux lignes. Et j'ai un petit peu peur que ça devienne un thème pour deux raisons. La première, c'est que je sais pas si tu peux changer beaucoup de ça en coaching ou en game plan. Quand vraiment les mecs se font dominer physiquement un contre un, ça fait peur. Et on ne gagnera pas beaucoup de matchs si on est dominé dans les tranchées. Donc moi, l'inquiétude, elle vient de là et c'est là que j'ai envie de voir un gros progrès assez rapidement. Bah, c'est d'autant plus inquiétant que c'est le point sur lequel on a focalisé notre intersaison, Exactement. Ouais, notamment le renforcement de la ligne défensive par la draft, la défense qui a subi quand même un gros changement. Et on a misé sur le fait que notre jeune ligne d'attaque, replacer Broderick John à gauche, l'apport de Fotano qui était blessé toute la saison, le fait que ouais, cette jeune ligne allait prendre de l'expérience et allait pouvoir dominer. Et tu as entièrement raison, on s'est fait dominer sur l'intégralité du match des deux côtés, on va dire, de la balle. Alors je mettrais juste un petit bémol par rapport à ça. Bon, moi j'ai joué en ligne d'attaque toute ma carrière. Le côté droit de la ligne a été solide. Ok, Fotanu, McCormick et Fraser ont été bons. Ok, ont été bons. Le côté gauche, par contre, a été en difficulté de la ligne d'attaque, ça c'est clair et net, avec une mention spéciale évidemment pour Broderick Jones. Mais voilà, le ouais. côté droit a quand Même même si été Malo, bon. tu as l'impression qu'il a eu du mal? Exactement. Somalo a aussi, j'ai trouvé que, en tout cas par rapport à ce qu'on attend de lui, ce qui est le vétéran, un joueur Ouais, fiable et tout, j'ai trouvé que euh, alors ok, Broderick Jones prend 3 sacs, enfin voilà, il y a beaucoup à dire sur Broderick Jones, mais je trouve que ce Malo l'a pas trop aidé et j'ai pas trouvé ce Malo aussi ouais. dominant que ce qu'on pourrait attendre d'un vétéran comme lui dans notre ligne d'attaque. Et après, à l'inverse, sur Ouais, la qui est ligne vraiment le défensive, leader de la ligue en théorie. ouais. Et après sur la ligne défensive, bah c'est surtout l'inside zone, quoi. Vraiment la D-line en elle-même qui a été en difficulté.
avec Kenny Binton qui s'est fait rouler dessus tout le match, Laudermick qui a été Ouais. vraiment en dessous de ce qu'on pouvait espérer même d'un joueur de rotation, et Cam Hayward qui est pas en dessous mais qui peut pas faire le pompier tout le temps par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ouais. Par contre, j'ai trouvé les outside linebackers, les Highsmith, TJ Watt et un degré moins de Jack Sawyer, eux, je les ai trouvés par contre, en tout cas, Ouais. ils font partie de ceux qui ont été à peu près à la hauteur dans cette défense par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Écoute, tu fais une belle transition vers les snaps ou le snap count, comme on dit. Et je vais commencer du coup par la ligne défensive parce que c'est ça qui m'a marqué. Euh, donc 64 snaps en défense en total sur le match. Kenny Benton, il en joue 47. Cam Hayward, il en joue 43. Laudermick, 21. Yaya Black, 24. Daniel Ekwele, 12. Et Logan Lee, 1. Donc ça a quand même pas mal tourné. Il n'y en a aucun qui a joué plus des 2 tiers des snaps. Est-ce que peut-être ça a contribué à ces difficultés parce que finalement personne ne rentrait vraiment dans un rythme et pouvait, je sais pas. Mais ça me paraît bizarre de changer autant, surtout quand tu es déjà privé de ton choix de premier tour de draft en Derek Harmon qui n'était pas là. Et tu parles de Lauderdale, là je vais le lâcher tant que j'ai. En 31 snaps, il a absolument rien sur la feuille de stats. Ah, Pas de plaquage, pas de pression, rien, Mm, zéro. je comprends pas trop, moi, le fait qu'ils aient re-signé Laudermick cette intersaison. C'est un joueur unidimensionnel, il est capable de gérer que la course. Là, on voit que sur un game plan heavy offense des Jets, parce qu'on savait pas aussi, il faut remettre un petit peu aussi en contexte ce match, on savait pas quoi s'attendre de ces Jets. Nouveau head coach, nouveau quarterback, même si on sait que c'est un quarterback double menace, mais on savait pas trop à quoi s'attendre de ces Jets. Et finalement, ils ont joué un Baltimore-like, hein. Ils ont joué un Ravens-like dans leur style de jeu, c'est-à-dire un gros jeu de course alterné entre un QB et un porteur de balle, quelques passes. Voilà, avec un Justin Fields dans le rôle de Lamar Jackson, avec un Garrett Wilson dans le rôle de Zay Flower, et voilà, et ils ont déroulé un petit peu comme ça un game plan qui normalement était plutôt un game plan qu'on maîtrise. Sauf qu'on les joue en week 1, on n'est probablement pas préparé à ce genre parce que personne ne savait trop à quoi s'attendre sur leur game plan, et du coup on subit un petit peu ce match, mais voilà, après bon, c'est décevant parce que c'est le genre d'équipe contre lesquelles on affronte Baltimore 2 fois par saison, on sait un petit peu défendre normalement ce genre d'attaque, et là on n'a pas réussi à le faire. C'est bon. Je te rejoins un peu sur on sait défendre ce genre d'attaque, mais la 3e fois qu'on a joué Baltimore l'année dernière, on a pris 299 yards de la course. Donc, je ne sais pas Après si on peut être trop confiant, c'est pas la même qualité de ligne offensive et c'est pas la même qualité de running back non plus, hein, entre Baltimore et les Jets là. bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Du côté de l'attaque, il y a aussi des choses qui ont été intéressantes, en particulier pour les cibles pour Rodgers. Donc, je vais commencer par les receveurs. L'attaque a joué 56 snaps pendant ce match. DK Metcalf en a joué 55. Calvin Austin en a joué 45. Donc, tu as ton premier receveur, ton deuxième receveur, très clairement. Parce qu'après ça, chez les autres receveurs, tu as Roman Wilson 10 snaps, Ben Skowronek 10 snaps, Scotty Miller 9. Sachant qu'on parlait de Roman Wilson la semaine dernière et pendant l'intersaison beaucoup. 10 snaps, 0 fois ciblé. Et puis finalement, on se rend bien compte que c'est un peu, comment dire, c'est un peu fidèle à ce à quoi on s'attendait avec Arthur Smith, c'est que les tight ends sont très impliqués. Et en vrai, la troisième cible, c'est Jonnu Smith. Il a joué 37 snaps. La quatrième, c'est Pat Freiermuth, il en a joué 28. Après, on peut compter Darnell Washington, mais je crois il a 0 target aussi, qu'il était surtout là pour aider à bloquer pour la ligne offensive. Mais finalement, on s'est beaucoup posé la question de qui est le deuxième receveur. Et ben en fait, Calvin Austin est le deuxième, mais surtout, il y a pas de troisième receveur. La troisième cible, c'est les tight ends. Vous avez été surpris par ça? Polo, peut-être je t'ai Hmm. vu acquiescer. Euh, non, je dirais pas tellement. Ce qui est surprenant en attaque, plutôt, pour moi, c'est les snaps de Gainwell, Hmm. qu'il ait joué autant. Euh, tu les as devant toi, Romain? Ouais, je les ai. Dans 2 secondes, je vais les avoir. Ouais. Et De tête, il a 7 courses et 4 targets. Je crois que c'était ça. mais En gros, à la mi-temps, je me rappelle avoir tweeté là-dessus, je crois qu'il avait déjà 6 courses sur ses 7 à la mi-temps, alors que Jalen Warren en avait 3. Donc, ouais, ouais. c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que grosse surprise. Et surtout quand on voit que Caleb Johnson a joué 2 snaps en attaque. 2. Pour une course, moins 1 yard.
Mais tu sais, à ce sujet, on en a parlé la semaine dernière. Ici, du moins, avant la saison, il disait qu'il allait surtout être utilisé en special team, qu'il fallait pas s'attendre à le voir Ah ouais? en running back trop souvent. Je sais pas si ça va peut-être évoluer durant la saison. Je pense que ça va évoluer, mais il le voyait presque en running back numéro 3. Encore une fois, Ah, je sais pas c'est si ça va se intéressant. confirmer. Parce que je sais pas ce que vous en avez pensé, Thomas et Will, mais j'ai eu l'impression qu'en regardant un petit peu les sites d'actu habituels, qu'il y avait quasiment que du bon qui ressortait sur Caleb Johnson, Roman Wilson aussi d'ailleurs, tant qu'on y est. Euh, et j'avais eu l'impression qu'il avait fait un très bon training camp, et donc logiquement, je m'attendais à ce qu'il soit utilisé. Mais effectivement, si Mais à ça, Pittsburgh ça voyait les choses différemment, bah, clairement, vous aviez raison. mais je sais pas si c'est tellement, si c'est une réflexion de son niveau. C'est plus pour l'adapter tranquillement à la NFL. C'est ce qu'il disait. On allait surtout le voir sur les punt return. Ouais. Mais je pense que ça va évoluer pendant le cours de la saison. Ouais, je me rappelle l'avoir dit ça sur un précédent podcast avec vous. C'est que Tomlin, ses rookies, en règle générale, il les préserve. J'avais prédit que Harmon n'allait pas jouer. Bon, au final, il devait être titulaire s'il n'avait pas été blessé. Mais je sais que Tomlin, lui, ses rookies, en règle générale, il les préserve. Donc, ils font très peu de snaps. Et ensuite, au cours de la saison, ils sont propulsés. J'ai cru voir dans un podcast, enfin entendre dans un podcast qu'il prédisait qu'il allait faire son premier TD au week 6. Donc pas maintenant, on le verra pas maintenant. Ouais, Et puis ça intéressant comme rejoint prédiction. ouais, ça rejoint la méthode Tomlin, hein. Il va le préserver. Je pense que c'est une bonne chose. On a signé Gainwell, on le voit. Je pense qu'il a fait un match assez correct, même si dans l'ensemble notre jeu de course était nul. Celui qui m'a un peu plus déçu, c'est Jalen Warren. Et puis la ligne en général qui n'a pas su faire le travail pour que le jeu de course se mette en place. Et pour revenir aussi au snap des receveurs tight end, alors, c'était prévisible avec le nombre de tight end qu'on a. C'est normal de les voir avec autant de réceptions. Et j'ai bien aimé l'impact de Freiermuth qui a été clutch sur les troisième downs. Euh, et, et ouais. Moi, je. Oui, je vais me permettre de démonter ta théorie sur les running backs très rapidement. Pas sur le fait qu'Alec Johnson jouera plus tard, etc. Mais sur ton impression du match. Et c'est marrant parce que je pense que j'avais presque la même impression que toi. Et tu regardes les stats. Gainwell, sa moyenne de yards sur les courses, c'est 2,7. Sa moyenne de yards sur les passes, donc il a 3 réceptions sur 4 cibles. Euh, il a 4 yards en 3 réceptions. Et est-ce que Donc tu as il a le. été Ouais. Parce beaucoup qu'il. ciblé, mais Il il a a vraiment aussi. pas Ce qui grand-chose. m'intéresserait, Romain, c'est d'avoir le nombre de snaps qu'ils ont joué, si tu l'as. Ça serait Attends, je l'ai, intéressant, je parce l'ai, je que l'ai. sur l'impression Alors, du match qu'on a, c'est que on pouvait s'attendre à ce que Jalen Warren soit le titulaire numéro 1. Ils l'ont re-signé, on en avait parlé lors du dernier podcast, c'est le premier running back qui re-signe après Willie Parker. Donc on pouvait s'attendre à ce que tu le re-signes, tu le fais jouer, c'est ton running back numéro 1, tu as confiance en lui, tu le fais jouer. Bon. Et en fait, on s'aperçoit, alors Ouais, peut-être que les snaps me diront le contraire, mais on s'aperçoit que dans l'utilisation, Gainwell finalement a été plus utilisé que Jalen Warren, qui est pourtant un running back que tu peux utiliser dans un third down running back. Tu peux l'utiliser sur des premières, sur des deuxièmes, sur de la ouais, protection de passe, sur de la réception. Enfin voilà, c'est une c'est couture ça. couteau suisse. Et ça par Il est contre, très c'est bon en protection de mais passe. il est Très 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 bon. bon en protection de passe. Il a des bonnes mains. Il est très bon aussi dans l'open space pour recevoir des ballons. Donc il est quand même assez dur à l'impact. Il casse des plaquages. Donc c'est un running back que tu peux utiliser dans beaucoup de situations. Et on s'aperçoit que finalement, on a l'impression, en tout cas sans avoir le nombre de snaps, mais que Gainwell était finalement plus utilisé que lui. Donc est-ce que c'est Ouais. Il a joué peut-être un plan de jeu? 5 snaps de plus. Il a joué 5 snaps de plus que Gainwell? Gainwell a joué Euh, 30, ah, ok. 30 snaps et Warren en a joué 25. Et tu Ouais. dis que c'était peut-être partie du plan de jeu. C'est ce qui a été dit en conférence de presse Ouais. par Tomlin. Ouais, je pense que ça fait partie du Et plan du de jeu, au coup, moins sur le début de saison. Parce que le problème de Jalen Warren, c'est qu'il a un style de jeu qui est extrêmement physique et extrêmement, je pense, énergivore. Et je sais pas si une saison à 16 matchs,
il est capable de tenir une charge de travail de running back numéro 1 de Dark Horse, comme on dit, sur l'intégralité d'une saison. Donc peut-être que sur le début de saison, ils vont se partager un petit peu la tâche avec Gainwell sur le nombre de snaps, et que petit à petit dans la saison, Gainwell va être peut-être gardé pour faire plus un running back de troisième tentative, et l'apport de Caleb Johnson, peut-être petit à petit sur la saison, plus la charge de travail qui va augmenter sur Jalen Warren. Je pense qu'on peut peut-être imaginer un game plan, on va dire, sur la saison comme ça. Et pour finir juste sur les rookies, pour rebondir sur ce que disait William, euh, moi je pense que ce que tu dis, William, est très vrai, surtout sur l'attaque. Les rookies offensifs sont généralement intégrés tardivement dans le game plan des Steelers. Et on l'a vu, on le voit avec Roman Wilson, on l'a vu avec Caleb Johnson Calvin ici. Austin. Calvin Austin, exactement, même s'il a été un peu gêné par des blessures. Austin avait été Donc blessé. voilà, mais Oui. Roman Wilson, pareil, tu vois, Roman Wilson aussi a été blessé. Donc je pense que c'est surtout la digestion, l'intégration, la digestion du système offensif qui fait que ça retarde un peu l'apparition rapide des choix de draft en attaque. Par contre, en défense, on s'aperçoit que ce que tu dis était aussi vrai avant, mais beaucoup moins maintenant. Là, Ouais. on a vu Derrick Harmon était projeté pour être starter en defensive end à gauche. On a vu que Yaya Black, moi je serais pas surpris qui ce week-end contre les Seahawks, il soit peut-être pas starter, mais en tout cas qu'il ait au moins autant de snaps que Laudermick, peut-être même plus, parce que je l'ai trouvé globalement plus efficace. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvé inefficace. Tu l'as vu. Voilà, Je on crois l'a qu'il vu. avait deux pressions dans le match, hein, quand Ouais, même. ouais, mais on l'a quand Deux même vu. Et pressions puis, forcées. bon, voilà, j'ai vu quelques tapes de systèmes de ligne défensive. Et tu vois que la plupart du temps, il fait son boulot. C'est surtout Kenny Binton qui a vraiment été dominé. Et donc les rookies en défense, je pense qu'on va les voir. D'ailleurs, un petit point, Ouais, et juste, je pars encore loin de l'agenda. euh, Pardon, William, vas-y. ouais, juste pour défendre mon point sur Gainwell. Donc oui, c'est pas énorme en tant que running back, mais en tant que joueur, c'est grâce à lui qu'on prend qu'on prend l'avantage parce que c'est lui qui crée le fumble en special team. C'est vrai. Donc Ouais. C'est vrai. c'est lui C'est qui vrai. crée le fumble, Il est c'est clutch. Ben Ouais. Skowronek qui recouvre. Donc Oui, il est clutch, il a été il est clutch, il a clutch. été Ouais. plus utilisé, C'est vrai. il est nouveau dans un système nouveau pour lui. Donc j'ai trouvé ça correct, hein. J'ai pas dit que c'était le top running back, Je mais sens, voilà. Non, je mais sens le favoritisme de qui toute arrive. façon, Oui, ça va être le nouveau George Pickens. non, mais de toute Ah, façon, peut-être. William, tu as raison dans la simple et tu as doublement raison dans la mesure où on n'a pas vu Jalen Warren. Enfin, on va parler de son TD, mais globalement, Jalen Warren, on l'a pas trop vu sur le match. Alors que Gainwell, effectivement, Non. il est clutch au moment où on attend, il est clutch. C'est vrai. Petit point rapide avant de passer sur des questions un peu plus clivantes, disons, pas vraiment. Des changements sur le roster qu'il y a eu depuis ce match. Donc Skylar Thompson, qui était notre troisième QB, et Malik Harrison, qui était notre linebacker Run stop, ouais. d'intérieur numéro 4, je Ouais, disais. run stopper, linebacker. Euh, tous les deux sur hier, et je pense que les deux, ça n'a pas l'air très grave, hein. Donc pour rappel, si tu places un joueur sur l'injury reserve, doit passer au moins 4 matchs là-dedans, il ne peut pas jouer pendant 4 matchs. Je doute que les deux passent plus longtemps. Il y aura la question du QB, est-ce que c'est pas l'opportunité de réactiver Will Howard plutôt que Skylar Thompson? Euh, Niveau blessure, Deshaun Elliott et Joey Porter ont été blessés, apparemment sans trop de gravité, donc Deshaun Elliott manquerait 2 semaines, 2, 3 semaines a priori, avec une blessure au genou. Franchement, on s'en sort plutôt Ouais, bien. surtout vu Il, l'action, il ouais. viserait un retour pour le match à Dublin. Ouais, il viserait un retour pour le match à Dublin en semaine 4. Et puis, évidemment, la grosse nouvelle, ça a été la signature de Jabril Peppers, qui a été coupé par les Patriots il y a 2, 3 semaines de ça. Euh, et voilà, qui a signé. Je regardais un petit peu, c'est un choix de premier tour en 2017. Donc, Des c'est vraiment Browns. Ouais. le profil que Tomlin adore aller chercher. C'est des mecs qui ont été draftés au premier tour et qui se retrouvent un peu en difficulté quelques années plus tard. Il appelle ça le pédigré. Voilà. C'est vraiment un move classique de Tomlin qui finalement niveau timing arrive pas mal si DeShaun Elliott va être absent et qui aussi va avec le narratif de Tomlin qui veut des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes et c'est clairement le cas pour Jabril Peppers. Ouais, Jabril Peppers, très bonne Bien signature. recrue,
Très bonne signature, Jabril Ouais, Peppers. Faut savoir que donc c'est un joueur qui a commencé au Cleveland Browns, qui a été drafté là-bas. Il a mis un petit peu de temps à éclore, mais finalement il a quand même fait des choses bien. Puis après il est parti, il me semble, aux Giants. c'est Et ça. puis après les Giants, il est parti aux Pats. Et là, il a été coupé. Il n'a pas été coupé sportivement, hein. Il a été coupé pour une histoire à la con, un truc extra sportif. Enfin, j'ai pas très bien suivi, mais Oh, il a pas été coupé sur oh non. un. Oui, oui, il a pas été coupé sur le niveau sport, hein. Il a été, enfin, niveau de performance sportive. Il a été coupé pour une histoire de violence, quelque chose dans ce style-là. Oh, Et bah, donc, rien de bien grave alors. bah, moralement, moralement, c'est grave. Sportivement, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il arrête de déconner et qu'il continue à jouer à son niveau. Mais en tout cas, on pouvait espérer, c'est presque du niveau de Deshaun Elliott, peut-être même mieux, quoi, tu vois, à voir, je sais pas, hein, je sais pas. On va voir. Deshaun Elliott a fait une très bonne saison l'année dernière, la barre est haute, mais Jabril Peppers, C'est vrai. c'est pas n'importe qui, hein, c'est un bon joueur, hein, c'est un bon joueur. Sur, sur la raison pour laquelle elle a été coupée, j'essaie d'avoir une bonne échelle en tête pour que tu puisses me dire à quel point c'est grave. Je dirais sur une échelle de 0 à Antonio Brown, avec le 5 du milieu, qui est Cam Sutton qui est en cavale quand il est à Détroit. C'est placé où sur l'échelle? Oh la question, putain. Non, mais s'ils l'ont signé, c'est qu'il va pas finir en zonzon. Voilà. Donc on n'est déjà pas sur Cam Sutton C'est qui est en vrai, cavale. Voilà, on n'est déjà pas là-dessus. c'est vrai. Donc Sinon, les Browns l'auraient re-signé. sinon, bah c'est surtout sinon il y aurait eu, sinon probablement que Tomlin ne l'aurait pas signé. Je veux dire, voilà, je pense que tu vas pas signer Ouais. un joueur si tu sais que le mec dans 2 semaines t'as les fédéraux qui débarquent à ton centre d'entraînement et qui lui passent les menottes, quoi. Je veux dire, De- je pense pas. demande ça à Aaron Hernandez. Oui, mais Aaron Hernandez, c'était pas aux Steelers. Oh là, Donc, ouais. il y a des clubs qui font n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a des, voilà, nous, jusqu'à présent, C'était un bon club quand même, hein. voilà, bon, on n'a pas eu de gens, ils sont pas venus chercher des gâches dans notre vestiaire. Donc bon, non, voilà. Jabril Pepper, c'est pas mal. Comment dirais-je, ça me tilte un peu, c'est la rumeur qui dit qu'on serait sur Tyreek Hill. Pareil, lui aussi. Alors peut-être qu'il y a une soirée thématique du côté du front office des Steelers sur les violences, parce que pour le coup, Tyreek Hill, il est aussi dans C'est une ça. histoire de violence domestique. Alors lui, c'est sur sa femme, donc on est sur un échelle de gravité encore plus haut. Et donc ça plus le début de saison, je sais pas si vous avez vu le match des Dolphins, catastrophique des Dolphins. J'ai l'impression que Mhm. tu as le pauvre, il est vraiment sur la fin. Et donc Tyreek Hill serait probablement disponible à l'échange. Et avec les Chiefs, on serait les deux seuls, enfin les deux équipes à s'être positionnées pour un éventuel trade. Donc ça veut dire que malgré le fait Est-ce qu'on que ait Calvin tu... Austin, on chercherait quand même à trade pour C'est avoir un ça. autre numéro 2. C'est intéressant comme approche aussi, Ouais. ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu viens de dire vraiment. Et ce que je vois, c'est qu'on ne fera pas de gros mouvements dans les 2, 3 semaines à venir. Je pense qu'on va attendre plus proche de la trade deadline pour voir quel est le prix pour aller chercher en trade. Je pense que quand tu arrives à la trade deadline, quelque part, ça devient moins cher parce que l'équipe d'en face peut récupérer quelque chose et sa saison est catastrophique. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, effectivement, en tant que joueur, le mec est exceptionnel. En tant qu'homme, écoute, ça reste un des meilleurs amis d'Antonio Brown, y compris après toutes les histoires. Donc, pas ultra rassurant. Non, non, non. Clairement, Est-ce que Will, est-ce que Will Tyreek Hill, il aurait le potentiel Non, d'un remplacement de George Pickens? non, moi je trouve que c'est si on prend Tyreek Hill, c'est juste pour du one shot et ça sert à rien. Ça veut dire que l'année prochaine, on est reparti dans la recherche d'un receveur. On pourra jamais garder autant de joueurs, autant de stars. Par contre, j'ai entendu un autre nom que je préfère, c'est Jacoby Meyers, qui cherche un trade et que je vois plus en position de numéro 2 qu'un Tyreek Hill. Parce que Tyreek Hill, il va arriver en tant que numéro 2, mais il voudra être numéro 1. Metcalf, il voudra... Enfin voilà, ça va créer un bordel pas possible. C'est pas faux. Donc si on devait chercher un numéro 2, j'irais plus vers Jacoby Meyers. mais t'as vu le match Qui... qu'il a fait ce Ouais. week-end, Will, Jacoby Meyers Mais il aux veut Raiders? partir. Non, j'ai pas vu, mais il veut partir, donc Ouais. j'imagine que c'était pas un bon match. Mais moi, je pense je pense que le prix pour Jacoby Meyers, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, hein, mais je pense que le prix pour Plus Jacoby élevé? Meyers, il est peut-être pas inférieur à celui que ce que vont demander les Dolphins pour Tyreek Hill, hein. Ah ouais. Je pense, hein, parce que Ouais, un mec ouais. qui est embrigadé dans une histoire de violence, qui est dans une équipe qui tourne pas, qui veut
alors je sais pas s'ils vont tank hein, les Dolphins, mais si ça continue sur les performances qu'on a vues dimanche, rapidement ça va viser le top 1 l'année prochaine à la draft pour remplacer tu as en QB. Bon, si ils veulent échanger Tyreek Hill parce que c'est le genre de mec qui peut te foutre un bordel monstre dans un vestiaire si jamais il a pas ce qu'il veut. S'ils veulent l'échanger et que comme tu dis la deadline trade elle arrive rapidement, je pense que le prix peut baisser pour Hill, surtout qu'il doit avoir un contrat qui est quand même pas si facile à récupérer, qui soit dit en passant est complètement absorbable pour nous parce que on est une des équipes qui avons le plus gros la plus grosse masse salariale disponible actuellement. Donc malgré le fait qu'on ait toutes ces stars. Donc c'est quand même intéressant, on a de la marge financière pour aller chercher quelque chose. Moi, j'irai pas chercher un receveur, mais on en discutera peut-être. Mais Jacoby Meyers aux Raiders, les Raiders, ils ont gagné leur premier match. Je pense que c'est pas une saison où ils vont tanker. Ils vont quand même essayer de faire des choses. Je suis pas sûr qu'on s'en sorte avec un prix qui soit plus intéressant que celui pour Tyreek Hill. Après, la question, c'est par rapport à ce que dit Will, c'est est-ce qu'il veut partir à ce point-là, qui forcerait un petit peu la main à son club d'essayer de récupérer quelque chose, parce que sinon, le mec veut plus jouer, tu vois. Euh, c'est une question intéressante. Je sais pas son contrat, combien il vaut, et s'il y a un risque euh, qui coûte pas assez cher pour que les Ravens soient vraiment dans un but de allez, Les vas-y, Raiders, tant ouais. pis, c'est pas très grave. Mm. Ouais. J'ai dit quoi? Ravens? Ouais. Pardon. Là, c'est toujours dans ma tête, les Ravens. C'est pour Ouais, ça. mais j'aime bien sinon l'idée de Jacoby Meyers. Mais ce qui est intéressant, oui, Jacoby Meyers est un super choix, hein, est un super choix. Mais là, il a un poste de numéro 1 aux Raiders. Hein. Il a un poste de numéro 1. Est-ce que le mec accepterait de partir pour un poste de numéro 2 dans un autre club effectivement, moi aussi, j'ai vu cette histoire de demande de trade de la part de Jacoby Meyers. Mais je pense que si les Raiders font un bon début de saison, qui gagnent des matchs et qui fait des lignes de stats comme il a fait ce week-end contre les Patriots, il me semble, je suis pas sûr que le mec choisissent de pas finir sa saison aux Raiders avec un poste de numéro 1 et c'est aussi quelque chose qui peut tourner. Hein, donc voilà. Mais la C'est vrai. réflexion qui est intéressante surtout, c'est que malgré le fait que Calvin Austin fasse un bon match, malgré le fait qu'ils visiblement on avait des espoirs en Roman Wilson, bah en fait on se retrouve quand même avec le front office qui fouine à droite à gauche pour essayer de trouver un autre receveur et pas n'importe qui. Donc voilà, ça veut clairement dire que on en parlait sur les objectifs de la saison, mais ça veut clairement dire que si tu vas chercher un mec comme Hill, tu vises un Super Bowl. Tu vas pas chercher ce mec-là pour Clairement. construire, Ouais. voilà. Et deux, ça veut plus ou moins sous-entendre aussi que bah peut-être t'es pas sûr de tes receveurs 2 et 3 de l'apport qu'ils peuvent avoir sur la saison. Ouais, Parce que ça veut moi j'ai une surtout question. faut pas croire Tomlin en conf de presse. Faut juste jamais croire le mec. Ouais. Moi j'ai une question. C'est Metcalf se blesse. Il est absent 4 semaines. Qui le remplace? Là, c'est la merde. Ouais, C'est un bon point. c'est Un peut-être bon pour ça, point. hein. C'est peut-être pour ça que les mecs cherchent un deuxième receveur. Hein. C'est peut-être parce qu'ils se disent, ok, dans des rôles de 2 et 3 c'est peut-être bien d'avoir ces jeunes-là. Et peut-être Hmm. que si jamais on a un problème avec Metcalf, là par contre, on s'effondre. En gros, hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Parlons-en de C'est DK surtout Metcalf, en ça permet plus. de faire une belle transition. Polo, je te redonne la parole. On va juste repasser sur Ouais. cette nouvelle séquence incroyable pour le podcast. Attention, dur comme fer ou peut mieux faire. C'est un peu notre top flop, mais avec un petit côté Steelers. Euh, je vais vous donner deux joueurs et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Et justement, le premier sur la liste, c'est DK Metcalf. Polo, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que DK Metcalf, c'est dur comme fer ou est-ce que ça peut mieux faire? Bah, je le mettrais plutôt dans dur comme fer. 7 targets, 4 réceptions, 83 yards, 20, une moyenne de 20, quasiment 21 yards par réception. Euh, Franchement, c'est costaud quand il court. Euh, je pense que ça devrait être compliqué de l'arrêter. Donc, je pense que dans une attaque des Steelers, où je continue qu'il faut penser faut pas s'attendre à ce que ça soit trop explosif. C'est à peu près les stats qu'il va avoir, je pense, sur la plupart des matchs. Euh, non, moi j'étais impressionné. Enfin, quand il prend le ballon,
Et apparemment, à l'entraînement, c'est un super pro. Apparemment, c'est un travailleur de fou. Donc, non, j'aime bien. Je suis fan. William, moi je te vois, vas-y, donne-nous ton avis. Je suis pas sûr que tu aies cet avis-là, toi. Non, moi je suis en peu mieux faire, hein, parce que alors 7 targets, c'est beaucoup. Euh, pour moi, il a que 3 catchs sur 4 parce que la quatrième c'est une partie de flipper et ah, il a prié 3 fois avant le match, donc il a reçu la balle. Bravo à lui, mais il n'a pas su faire la différence face à Sauce Gardner, ce qui est c'est un bon cornerback, mais euh, combien de fois il a réussi à tiper la balle sur un mec aussi balèze? Enfin, j'attendais un peu plus, surtout que bah voilà, 7 targets, ça aurait pu être un match à 150 yards et au moins un touchdown. Là, bah, c'est pas le cas. Il drop une drague, euh, il drop la balle et après, sur le même jeu qu'on fait, Aaron Rodgers décide de pas lui faire la passe et du coup il prend un sac. Enfin, bref, il n'a pas, je pense, rassuré son quarterback vers la fin. J'ai encore l'image où il fait la drague et Aaron Rodgers lui donne pas parce que le gars a déjà drop une balle. Donc, ouais, non, moi, c'est vraiment, il peut mieux faire. C'est un bon match, ok, 83 yards. Le mec, c'est une bête, hein, c'est sûr, hein, c'est une bête. Il est respecté de tout le monde, donc ça, au final, c'est pas un George Pickens. C'est un mec un peu plus posé, un peu plus respecté, un peu plus respectable. Mais voilà, et en plus, enfin, c'est marrant de le voir faire ses tracés. Il y a une comparaison avec un comédien des États-Unis, Drusky, et j'ai toujours l'image parce qu'il est très droit, il est très, Ouais, il est rigide, ouais. euh, il est rigide, il est pas agile, on le sent pas agile, mais en tout cas voilà, c'est l'effet qui m'a fait sur ce premier match. J'espère que sur le deuxième match contre son ancienne équipe, il sera au-dessus des 100 yards avec au moins un touchdown. C'est le minimum que j'attends d'un numéro un. Donc Elle est pas voilà, un peu mieux facile. faire avec Will, un Ouais, dur comme fer avec Polo. ouais, Thomas, le verdict est dans tes mains. ouais. C'est dur. En vrai, c'est dur c'est dur de le. En fait, tout dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on se place, le point de vue de Polo, c'est qu'est-ce qu'il a donné sur ce match? Est-ce qu'il a été productif? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Si on répond à cette question, la réponse est oui. C'est dur comme fer. C'est solide. Il fait un match solide. Et dans les arguments pour dire qu'il fait un match solide, les gains, il fait combien? 80 yards, c'est ça au final à peu près sur le match? 83. Il fait 80, 83 yards. Il 83 fait 83 yards Et et le, et, le plus long, 31. et il fait 83 yards. Et ce qui est intéressant de voir, notamment dans ces 83 yards, c'est qu'il faudrait voir la stat des yards après catch. Parce qu'en fait, attraper des balles quand elles t'arrivent dessus, bon, c'est très bien, c'est le boulot d'un receveur. Mais par contre, les yards after catch, ça c'est quelque chose qui est vraiment dû uniquement au receveur et à sa qualité après, à casser les plaquages, prendre les intervalles, prendre de la vitesse, etc. Enfin voilà. Et là-dessus, il a été solide. Là-dessus, il a été dur comme fer. Parce que je me souviens, il a un petit jeu avec une screen notamment, il déborde sur l'extérieur, il prend tous les mecs de vitesse, c'est le dernier qui le rattrape vraiment in je vais en extremis. reparler de Sinon, celle-là, voilà, t'inquiète. sinon il va faire le TD. Il y en a une autre, pareil, il la récupère le long de la touche, plutôt en haut d'écran, où pareil, il va sur le côté, il casse un premier plaquage, où il prend de vitesse un mec, et il prend un hit. D'ailleurs, après, j'ai eu peur qu'il se blesse un petit peu sur l'action, il tombe un petit peu de façon un petit peu désarticulée. Bon, donc là-dessus, il a été très solide. Par contre, après, Sur les 83 yards, t'en as voilà. 68 qui Voilà. sont après Ah, Waouh, ça le m'étonne pas. catch. Donc tu vois, donc en fait waouh. là-dessus il est dur comme fer. Par contre, et moi je vais rejoindre un petit peu plus William sur ce coup-là, c'est que par rapport à ce que tu attends de lui, c'est un mec à 30 millions, hein. C'est un contrat à 30 millions, ok, Metcalf. Sur un mec de ce niveau, avec son physique, avec son statut de receveur numéro un, tu peux pas dropper les ballons comme il les a droppés. Pour moi, c'est quelque chose moi personnellement, je l'accepte déjà pas sur un niveau amateur. Tu peux pas l'accepter sur un professionnel comme ça. Les balles qu'il a drop, en plus, c'est des balles qui sont dans ses mains. C'est pas des balles qui sont hyper compliquées. Donc pour moi, ça c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème que euh, je trouve que sur les stats sont un peu aussi, enfin pas faussés, mais il y a cette partie de flipper. À la base, c'est un drop. Hein. À la base, il drop Oui. la balle. Ouais. Il a un DB sur le palto, mais il drop la balle qui rebondit sur Johnny Smith puis qui lui retombe dans les mains. Donc en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis quand même sur l'attente qu'on a d'un gars comme ça
sur le statut qu'il a dans notre équipe, le contrat qu'il a, etc., on en revient à millions investis, apport sur le terrain, etc. C'est ça comment, le raisonnement des mecs en NFL. Bah, peut mieux faire quand même un petit peu, tu vois, là-dessus. Donc moi, je vais être. Donc le verdict est là. Je suis content de son premier match où il a été solide, il a donné des choses, mais sur la saison, il va falloir qu'il fasse mieux que ça. Donc le verdict est là. Deux contre un pour premier faire. Et si j'ai bien compris vos arguments, c'est sa production, c'est le strict minimum pour un joueur de ce calibre et avec ce contrat. C'est solide, mais c'est ce qu'on attend de lui. Ouais. Ouais, ça me semble raisonnable. On va faire assez vite sur le deuxième parce que sinon on va faire un épisode de 2h50. Darius Slay en défense, il a joué tous les snaps. Il a 5 tackles sur le match et il se prend un TD sur la tête par Garrett Wilson. Peut mieux faire? Dur comme fer? Est-ce qu'un TD sur la tête de Garrett Wilson, c'est ce qui se passe quand tu prends un bon receveur en face de toi ou est-ce qu'il y a mieux à faire pour Darius Slay? Sur le, pour moi, c'est difficile de juger, mais sur le TD, par contre, c'est pas joli. Il a l'air complètement à la rue. Après, sur le reste du match, je peux pas dire, mais sur le TD, c'est pas beau. Le backfield qu'on a, globalement, fait un bon match. Le backfield, le problème, c'est pas le backfield. Le backfield, globalement, c'est pas ça qui a failli nous coûter le match. Cela dit, le TD qu'il prend, bah, c'est un peu la dure loi des cornerbacks. C'est-à-dire que les cornerbacks, quand tu les vois pas dans un match, c'est que généralement ils font bien leur boulot. C'est-à-dire qu'ils verrouillent le gars et c'est shutdown corner. Hein, les 3 qu'on a, c'est des lockdowns. Généralement, quand tu les vois pas, c'est que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils couvrent leur cible, que c'est pas lancé de ce côté-là, etc. Darius Slay, bah, on l'a vu. Et on l'a vu, c'est triste, on l'a vu sur une action où il prend un TD. Alors ok, c'est Garrett Wilson, mais on attend quand même d'un gars comme ça qui soit quand même capable au moins de le plaquer immédiatement après la réception. Que tu concèdes la réception, bon, ouais, j'ai envie de te dire, t'es en couverture man-to-man, c'est un duel, c'est un beater, bon, en plus c'est un double cross, donc c'est dur. Mais sur l'action, c'est dur de dire qu'il a été dur comme fer du coup. Hein. Pour moi, c'est un peu mieux faire. Ouais. De mon côté, c'est peu mieux faire également, parce que je me rappelle avoir pesté contre lui pendant le match, parce que alors les Jets, ils ont couru que de son côté. Ils n'ont pas couru de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a TJ Watt, il y a... Enfin voilà, il y a TJ Watt. Ils ont couru que de son côté. Donc oui. En run support, j'étais en mode, mais vas-y, mais quand est-ce que tu réussis un tackle en open field, mec? Et ok, il a une stat où il a 5 plaqués, mais je me rappelle avoir... Ouais, mais pour un corner, c'est pas mal. Ouais, je me rappelle avoir crié, avoir dit, mais s'il te plaît, enfin, fais quelque chose, arrête le running back adverse. Après, bon, il a réussi aussi à faire une passe typée, je crois, là, sur la transformation à 2 points des Jets. Donc, c'est un début mitigé, mais il peut vraiment mieux faire. Et contre les équipes qui courent en run support, il doit mettre son corps. Hein. On a des backups. C'est vrai. Bon, là, au moins, il n'y a pas vraiment de débat. On peut mieux faire. Ouais. Ah, c'est clair. Thomas, je te propose de changer de costume, de prendre ton costume de juge et de nous poser ta petite question et tu nous rendras ensuite ton verdict clair, net et précis. Qu'est-ce que tu veux nous demander? Alors, moi, je voulais vous proposer une nouvelle chronique. Je voulais proposer le 2-minute warning, le tribunal du 2-minute warning. L'idée, c'est que je vais vous poser une question et vous allez répondre l'un par oui, l'autre par non. Vous aurez moins de 2 minutes pour répondre à la question et j'écoute les arguments de tout le monde. Et à la fin, je vous dirai qui m'a convaincu. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce faire, j'ai un petit... Il est ici, on le voit pas bien. J'ai un petit chronomètre, ok, qui est ici, un petit sablier. Il est exactement au bon ton. Je vais, du coup, l'angle de la caméra est un peu haut, donc je peux pas, je vais le tenir, du coup. Donc, voilà la question. La question, c'est Aaron Rodgers est-il le MVP de cette week 1? Donc, à cette question, 2 d'entre vous ne sont pas d'accord. Si j'ai bien compris, William, tu es plutôt d'accord avec cette question. Et si j'ai bien compris, Romain, tu n'es plutôt pas d'accord avec cette question. Donc, comme dans un tribunal, on commence toujours
par l'accusation. Romain, tu vas avoir 1 minute 45 pour nous convaincre de pourquoi Rodgers n'est pas le MVP de cette Week 1. C'est parti. Avec plaisir. Alors pour commencer, gros budget production avec le timer. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionné, ça a taffé. Alors, Aaron Rodgers, est-ce qu'il a fait un bon match? Oui. Je ne vais pas vous mentir, il a fait un bon match. 4 touchdowns, le seul en NFL. C'est bien, il a 22 sur 30, je crois, en passe. Voilà, solide, solide. Bon match d'Aaron Rodgers, c'est bien. Mais, est-ce que c'est vraiment lui qui nous fait gagner le match? Est-ce que c'est lui qui fait les grosses différences? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prétendre au titre de MVP? C'est là où ça se complique. Euh, Quelque part, il n'y a pas de gros coup d'éclat. C'était solide. C'était solide. C'est un petit peu du Kenny Pickett plus plus. Hein, t'enlèves les erreurs. Le reste, c'est safe. Avec une meilleure vision du jeu. Ouais, c'est bien. Bonne lecture de la défense, c'est bien. Est-ce qu'on aurait gagné ce match sans des coups d'éclat d'autres joueurs? Je ne pense pas. On a parlé tout à l'heure de Kenneth Gainwell et de son fumble. Ça change vraiment le cours du match. Ça permet aux Steelers de mettre un deuxième touchdown en l'espace de 3 minutes et ça te change le momentum et ça aussi te retourne un peu le scoreboard qui commence à être inquiétant. Donc là, tu vois, gros point dans le match qui ne comment dire, se repose pas sur Aaron Rodgers. Rappelons aussi, c'est important de le dire, Gainwell force le fumble. Mais qui le recouvre ce fumble? Un monsieur qui s'appelle Ben Skowronek, qui en plus de ça a marqué le premier touchdown de la saison pour les Steelers, et qui en plus de ça, sur la fameuse bubble screen dont on parlait tout à l'heure de Metcalf, qui est le receveur du même côté qui fait un bloc monstrueux, et je suis même Terminé. pas ironique. C'est Ben Skowronek. Oh merd, putain, j'ai pas le temps. Terminé. Chris Boswell aussi. Chris Boswell MVP, 60 Terminé, yards, 56 monsieur. yards. Terminé. Faut gérer votre temps, on est dans les 2 Il minutes, faut il n'y a pas de changer temps mort. Il n'y a pas de temps mort. C'est la première On voit pas chronique. bien, mais on voit pas bien. C'est la Écoutez, première 2 monsieur le minutes juge, warning. J'annoncerai quand ça le tribunal arrivera. est mal organisé. Quand on aura la prod, quand elle sera au plan, on mettra un petit chronomètre affiché sur le truc pour comme ça vous verrez le temps nécessaire. Ouais. Ok, la parole donc l'accusation a donné ses arguments, la parole a été à la défense. William, pourquoi pour toi Aaron Rodgers est-il le MVP de cette Week 1? Alors déjà, c'est incroyable, hein, Ben Skowronek au niveau de Aaron Rodgers. C'est incroyable d'avoir ça dans le même débat. Non, j'ai pas dit au Bref, niveau, j'ai dit au-dessus. Ah oui, pardon. Incroyable. Donc, Aaron Rodgers, oui, pour moi, c'est le MVP. Parce que le mec a été saqué 4 fois. Donc, il n'a pas de ligne offensive. On n'a pas de jeu de course, parce que je crois qu'on a 50 yards à tout péter. On a 2 yards par course en moyenne. Donc, pas de jeu de course, pas de ligne, pas de protection de passe. Donc, déjà, il partait mal. Bon, ce qu'il a réussi à faire, c'est ce qu'il fait depuis des années, c'est play action. C'est play action où tu sais pas s'il a donné la balle, tu sais pas s'il l'a encore, et il la garde et il arrive à servir Ben Skowronek, il arrive à servir Calvin Austin, il arrive à servir Jalen Warren. Et ça, 3 fois sur pratiquement le même play. Donc il arrive à déguiser, euh, ses jeux, parce que c'est un mind game contre la défense. Donc la play action, ils l'ont fait plusieurs fois dans le match et elle est passée pratiquement à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, Aussi, j'ai vu que il a rajouté ce qu'on n'avait pas depuis Ben Roethlisberger, c'est le respect de son quarterback et la possibilité aussi d'avoir des audibles. Ça fait depuis Ben Roethlisberger, aucun de nos quarterbacks avait la possibilité de faire des audibles. Peut-être Russell Wilson, je suis pas sûr. Et Terminé, là, William. j'ai vu. Ah, voilà. Terminé. Ah, c'est la première, hein. C'est dur, hein, la première. Hein. C'est 1,45 dur, sans le c'est chrono, dur, on le voit pas, c'est dur de voir ce qui se passe. Terminé. c'est Ok. dur. Monsieur le juge, Monsieur le juge, avant le verdict, je voulais féliciter Will pour tous les arguments qu'il a donnés en faveur d'Arthur Smith. Oh. Alors, Il a rajouté ça normalement on dit pas, monsieur. Hein. La prochaine fois c'est Ah ouais, là, mute pendant 30 secondes. On n'a pas le droit de rajouter une fois le timer prévu. ça peut pas être Ok. retenu, ça. Un compliment sympa, J'ai, je suis fair play. tout à fait. Objection. J'ai
J'ai entendu les deux plaidoiries. Et je vais juste demander deux choses à Polo qu'on n'a pas entendu avant de rendre mon verdict. Polo, déjà, est-ce que nos deux amis en robe, est-ce qu'il y a eu des erreurs sur les stats? Est-ce que tu peux nous confirmer, notamment le jeu de course, etc. Ou est-ce que pour toi, c'est à la VAR, tout est OK? Le jeu de course, c'est 53 OK. yards total. OK. Euh, à la passe, c'est OK. 218. Ok. Tous les explosive plays sont à la passe. OK. Donc, je rajouterai des choses. Trois voyages dans la red zone, trois touchdowns. Je Je suis pas très, rajouterai Non, non, mais je suis pas très je j'écoute, rajouterai j'écoute, le j'écoute comme également, commentaire. j'écoute les arguments de Polo. Il donne rien, il donne je- juste les stats. Les stats. l'utilisa- l'utilisation du milieu du terrain, dernière chose, c'est le dernier drive de la seconde période où il utilise l'horloge et ça finit par un touchdown. C'était un drive à la Big Ben qui faisait très bien utiliser l'horloge et marquer les points au bon moment. Ok. C'est tout. Donc bon, si j'écoute, je vais un petit peu plus loin sur le raisonnement de Polo et lui, pour toi, Roger serait plus le MVP de ce match. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé les arguments de William. J'ai beaucoup aimé les arguments de William sur effectivement le match quand même solide qu'il fait. Et là où j'ai vraiment été entre guillemets convaincu, même si on va y venir après, c'est que effectivement il n'y a pas de run game et il y a peu de run game et il y a pas et la protect de passe il a souvent été en difficulté sur la pression qu'ont mise les Jets sur cette ligne d'attaque qui a cassé plusieurs fois et il concède 4 catchs. Quand à ça on rajoute comment dirais-je les drops de Metcalf qui l'aident pas. Bon voilà, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui mettraient Rodgers MVP, mais je ne vais pas aller dans ce sens. Je ne vais pas aller dans ce sens et je, je, je on reste attention, on n'insulte pas la cour, s'il vous plaît, monsieur. Mais je ne vais pas aller dans ce sens et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, tous les arguments que Romain a donnés sont bons. Je trouve que effectivement, même s'il a été très bon dans sa gestion du match, même s'il a connecté des passes, etc., les moments clutch du match qui font gagner ce match, lui, il nous laisse dans le match. Il nous permet de rester collés dans le match, en fait. Et les moments clutch qui nous font gagner ce match, c'est des moments qui viennent entre guillemets pas de lui. Ok, le field goal à la fin, Boswell nous fait gagner ce match, vraiment en termes de concrètement, nous fait gagner ce match. Skowronek et Gainwell font la différence. Le seul turnover du match, c'est nos équipes spéciales qui le font. Voilà, Rodgers fait du Rodgers. Il joue bien, il joue juste, il fait pas d'erreur. Mais, et moi, on va parler de quelque chose que tu as sous-entendu à la fin, Romain. C'est dommage que tu l'aies dit après le buzzer. Pour moi, le vrai MVP de Ah, ce la gestion match, du temps à la Tomlin. pour moi, le vrai MVP de ce match, c'est Arthur Smith. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est Arthur Smith pour moi. Euh, Quand tu joues une belle musique, il faut des bons musiciens pour le jouer. Par contre, la belle musique, il faut que tu la composes avant. Pour moi, Arthur Smith, il a composé un game plan offensif qui était parfait contre une défense dont on savait finalement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a préparé le match des Jets en ayant les matchs de pré-saison en tape, mais tu peux pas vraiment établir de game plan là-dessus. Mais quand tu regardes les 4 TD de Arthur Smith, de Aaron Rodgers. Quand tu Carrément. regardes les 4 TD d'Arthur Smith, on enlève déjà le premier, le deuxième de Jonnu Smith, où là, même ma grand-mère en fauteuil, tu lui fais une petite passe, elle court, elle va à l'extérieur. Bon, globalement, tu peux pas dire, non mais William, tu peux pas dire que ce jeu-là, Si, peut-être il pas était ma à loin. grand-mère. Ma grand-mère court vite, mais peut-être pas ma grand-mère. Mais je veux dire, tu peux pas dire que c'est un exploit de Rodgers. Celui-là, il aurait fait un end-off, c'était la même chose, Non, ça non, rentrait pas dans les oui. stats. Voilà. Donc celui-là, tu peux pas l'enlever. Alors, Non, non, c'est mais quand même une jet non, non, non. sweep d'un tight end. Ça D'accord, très n'existe bien. pas. Mais d'accord, mais en attendant, on sait très bien que Jonnu Smith est capable de faire ce genre de jeu et le mérite ne revient pas à Rodgers. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui, Et ok, les trois ok. autres TD qu'il lance, Rodgers, il lance sur des gars free. Ils sont open, complètement open. Ils ont personne. Le TD sur Skowronek, il est tout seul
pareil, il court dans la end zone, n'importe Quel quel joueur, receveur quel joueur. là attrape la C'est balle libéré. en étant complètement free et en étant dans la end zone. Et c'est même pas un jeu, non, il s'est même pas libéré parce que c'est un concept floud avec une play action Ouais. et il va en tracé intermédiaire où il est tout seul. C'est juste le build du jeu qui est parfait et le timing, le call du coach offensif qui est parfait. Sur le troisième TD, celui de Calvin Austin, c'est exactement le même jeu. Ils font le même jeu avec motion du receveur qui vient se mettre entre Titan et tackle, suspicion de bloqueur avec Austin en lead blocker dans le trou, et après, concept floud, tracé corner en haut, tracé intermédiaire de Skoronek au milieu, et le petit tracé flat d'un running back. Donc en fait, ce jeu-là, il le joue 2 fois. Et la première fois, les mecs stretch, donc étirent, vont couvrir Calvin Austin sur son tracé corner et libèrent Skoronek dans l'interzone. Et la deuxième fois, ils prennent cette fois-ci, ils se font pas avoir, ils prennent Skoronek dans l'intermédiaire. Le problème, c'est que du coup, ils libèrent Austin derrière. Et ça, c'est du build parfait d'un coordinateur offensif. Quand tu vois ça, c'est du build parfait. Et le troisième TD, enfin à la passe qu'il fait, parce que j'enlève celui de Skoronek, de Johnny Smith, le troisième TD qu'il fait, Ouais, je Jalen préfère. Warren est open. Il y a personne, quand il attrape la balle, personne sur lui. Donc en fait, ok, Rodgers met 4 TD à la passe. Mais quand tu regardes ça, je vais être volontairement provoque dans ce que je dis. Mais même Kenny Pickett ou Mitch Trubisky, Non, mais si, ils auraient pu toucher un non. mec. Bah, ils auraient Ah, pu toucher un mec moi, j'irais pas libre. si loin, Thomas. Mais Même moi. les Ah, gars, un quarterback Djokovic pro, aussi. un quarterback Djokovic pro en aussi. NFL, il doit toucher un mec à 15 yards tout seul. Je suis désolé. Tu vois, c'est pas la force de Rodgers Non, d'arriver à on toucher a un bien mec à vu. 15 yards open. Et vous allez pas me convaincre de ça. Mais t'ignores, Donc pour moi, Qu'est-ce qu'il apporte t'ignores Rodgers? l'environnement, non mais Qu'est-ce qu'il apporte Rodgers? t'ignores l'environnement, la pression, d'accord. Ça, il a l'horloge. été très bon. Il a été très bon, je suis d'accord. Mais pour moi, le vrai MVP, on les a battus tactiquement. Les play calls de Arthur Smith ont été très bons et Rodgers les a très bien exécutés, il est vrai. Mais pour Eh, moi, le vrai MVP, c'est Arthur Smith. Donc je donnerai le point et la victoire morale à Romain, même si je suis entièrement d'accord avec William et avec Polo. Je suis entièrement d'accord que Rodgers a fait un très bon match aussi. Mais les TD sont pas des TD contestés. C'est pas des balles très bien placées avec le receveur qui, tu vois, voilà. Non, les mecs sont tout seuls. Tu marques. T'es quarterback pro en NFL. Tu dois connecter ces eh, passes-là quand même, tu vois. T'as déjà eu les highlights, les quarterbacks qui ont les micros et tout, et ils reçoivent le play. Ils reçoivent au moins 2 ou 3 plays dans le headset, et c'est eux, en fonction de la défense, c'est le quarterback qui va choisir quel play il va lancer. Mais ça, D'accord? ça, je suis d'accord avec C'était toi, William. pas Mais ça, possible, on ne c'était sait pas pas. possible avec les autres QB. Ça, on C'était ne sait pas pas. C'est possible des avec les autres QB. suppositions. Ça se trouve, moi, je reste persuadé qu'un coordonné offensif qui rappelle 2 fois le même jeu dans la même zone, 2 jeux 3 fois, il l'a fait, je crois. ouais, il l'a fait 3 fois, mais il y en a 2 qui ont vraiment, qui ont abouti Hum. sur un TD. Je veux dire, là, on peut pas me faire croire que le coordonné offensif y est pour rien. Ok, Roger, c'est un très bon musicien, mais le chef d'orchestre là-dessus fait 80% du boulot. Et après, les 20%, effectivement, voilà. Donc pour cette fois-là, même si c'est dur de pas mettre MVP à un mec qui a 4 TD à la passe, hein. C'est dur. Mais sur ce match-là, je trouve vraiment que le call, les calls d'Arthur Smith, sur le jeu de passe notamment, étaient particulièrement bons. Et Rodgers les a très bien exécutés, il est vrai. Juste pour dernier stat sur Rodgers, pour contexte, il a eu un QB ratings de 136 et c'est le plus haut QB ratings pour un quarterback des Steelers depuis 7 ans. Et je vais même aller au-delà de Ah ça. ouais? J'ai vu une stat passer sur Aaron Rodgers. Aaron Rodgers est le premier quarterback dans l'histoire de la NFL à mettre 4 TD et quasi 200. Alors ils mettent 240, mais plus de 240 passes 240 yards à la passe pour son premier match dans une nouvelle franchise. C'est le premier de l'histoire. Jamais personne n'avait réussi cette stat sur un match, un match d'ouverture dans une nouvelle franchise. Donc on est d'accord. Hein, Rodgers fait un excellent match, mais il est très bien aidé pour moi par les calls où les mecs sont vraiment tout seuls. Voilà, c'est juste ça. Will, dans 10 minutes, Thomas Non. craque, il nous dit Non, c'est non. bon. Là, Non, allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ouais, sérieusement, on va se diriger un peu vers le match des Seahawks. Mais j'ai lâché à la fin de ma plaidoirie, mais quand même, Chris Boswell, 2 field goals de 56 et 60 yards. 60 yards, c'est son record perso et le record de la franchise. Et il y avait encore de la marge. Donc, il faut quand même parler de Boswell qui est exceptionnel. Et, euh, et je viens de penser à quelque chose.
Je suis allé voir les notes PFF de l'attaque. Meilleure, meilleure note pour les Steelers. Ben Skoronek. Je rigole même pas. Arrête, tu Voilà, forces je vous le trop dis, avec non, mais ça. je vous le Tu dis, je vous le forces dis, trop c'est avec tout. ça. Je vous le dis, je vous le dis. Je vais envoyer le lien, je vais le dire. Et d'ailleurs, là pour l'instant, pour le coup, je suis vraiment en désaccord. Rodgers, très mal noté par PFF. Étonnant. Mais j'ai vu qu'il était Étonnant. Il noté. aurait C'est pu pas être là au où il est moins 3, noté. 4, C'est 3, pas 4 là et où. demi. Hein. Attends, regarde la note de Broderick Jones. Il me semble qu'il a la même note sur PFF que Broderick Jones. Vrai ou pas? Oui, exact. C'est là que tu te dis, Exact. c'est là que tu te dis les mecs notent avec leur cul. C'est pas possible. Les Mais mecs, non. mais Rodgers a la même note Rodgers a la même note que Broderick Jones. What the fuck? Il y a deux joueurs avec une note en dessous de La- Rodgers, c'est Umalo et Gainwell. Tu vois, ce malo, ça. En attaque, Bon, Gainwell a une bonne note sur équipe spéciale. ah, c'est bizarre. pour Ouais, vous, pour vous dire voilà. pour vous dire l'importance du foot à Pittsburgh, il y a un analyste de PFF qui a dû venir à la radio lundi ou mardi pour Ouais, expliquer ouais. la note de Rodgers. Non, mais j'ai beau avoir donné le Et point, j'ai beau avoir donné On le a point, été sommé de j'ai beau avoir donné s'expliquer. le point à Romain Expliquez-nous. sur le MVP parce que je le pense vraiment que le Cordoue a fait un bon match, mais tu peux pas donner la même note à Rodgers. Rodgers doit être le ouais, deuxième ou le c'est clair. troisième meilleur joueur avec Jalen Ramsey de ton équipe sur ce match. Ça me paraît tellement évident quand même enfin en tout cas, il peut pas avoir la même note que Broderick Jones. C'est impossible, c'est impossible. Là, on est tous d'accord, je pense. On se tourne vers le match de ce week-end. Le premier match de la saison à domicile face aux Seahawks de Seattle qui ont perdu leur premier match Mm, sur un score à la Steelers des 3 dernières années. mm. C'était quoi, 17-13? Ouais, 17-13 exactement. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce match? Et pour ceux qui ont regardé un peu les Seahawks, quelle est votre perception de cette équipe? J'ai pas regardé, mais j'ai vu un touchdown, 2 fumbles. Apparemment, c'est une équipe qui est plutôt défensive, qui cherche à faire courir le ballon. Euh, donc, ça ressemble à un style qu'on connaît très bien. Ouais, c'est sur ce match qu'on va voir si on a réussi à régler les problèmes ouais, les problèmes qu'on a rencontrés face aux Jets. Est-ce qu'on a réussi à bien s'entraîner et à régler les réglages, les problèmes de technique face à la course? Parce que c'est censé être une équipe qui aime courir, même si sur ce match contre les 49ers, ils n'ont pas réussi à briller par la course. Je crois que Kenneth Walker, il fait 20 yards, même pas. Et c'est le C'est ça. running back numéro 2 qui fait un meilleur match. Euh, donc on va voir, parce que c'est une équipe qui est censée courir, si on arrive à régler ses problèmes. Et c'est une aussi bonne défense que celle des Jets. Donc ouais, c'est soit on confirme, soit on montre qu'on a encore des problèmes. Et là, ça va être dur pour la suite. Euh, Je regardais les Seahawks. Euh, Alors, je pense, juste pour rectifier un truc par rapport à ce que disait William, Kenneth Walker, je suis pas sûr que ce soit leur running back numéro un. C'était leur running back sur le papier numéro un, mais ouais, je suis pas sûr. Je pense que Zach Charbonnet cette année va avoir plus de snaps que Kenneth Walker, parce que Kenneth Walker est très injury prone, et Zach Charbonnet a montré vraiment des bonnes choses. Pour information, il court 12 fois sur ce match, 47 yards avec une moyenne quasiment de 4 TD de 4 yards par portée. Là où Kenneth Walker fait finalement 10 courses pour 20 yards avec une moyenne de 2 yards par course. Donc je suis pas sûr. À vérifier, c'est possible que tu aies raison, hein, mais moi je vois Zach Charbonnet au moins dans une hydre à deux têtes, là, un système à deux coureurs. Moi, ce qui me hype un petit peu sur cette équipe, c'est que finalement, ils ont été obligés de lancer de lancer autant que de courir. Parce que finalement, ils ont 26 courses, je crois, sur le match et 23 passes. Donc finalement, c'est du 50-50. Et il va falloir que dans le game plan, on résolve nos problèmes de défense contre la course. Si on arrive à défendre la course plus efficacement que contre les Jets, on va forcer Sam Darnold à lancer dans un système où il n'est pas encore, je pense, tout à fait à l'aise, parce que je regardais ses stats. Il fait un match avec 23 passes, 150 yards, un QB rating à 87, un sac, 0 TD, 0 inter. Bon, et un rating finalement, oui, 87,2 de rating. Bon, c'est pas un match Un fou. Donc, fumble. voilà, un fumble. Donc c'est quand même pas un match dingo. Donc si on arrive à reproduire un petit peu ce qu'ont fait les 49ers, c'est-à-dire cadenasser le jeu de course, forcer Darnold à shooter, on s'aperçoit aussi que dans les réceptions,
dans les réceptions des Seahawks, en gros, tout s'est focalisé sur Jackson Smith-Njigba, qui est du coup à 9 réceptions, 124 yards. Le reste derrière, ils ont pris les miettes. Tu veux redire le, Tu veux redire son nom, Thomas, juste pour éviter les problèmes? Smith Doucement, dis-le. Njigba, c'est ça? Njigba? C'est Voilà. mieux, c'est mieux, Ouais. c'est mieux. C'est Ah, mieux. j'ai dit Nick. Ah oui, ça, Ouais. on coupe. On met des, on met Oui, des pardon, bips mauvaise dans le prononciation. Oui, podcast ou pas? mauvaise prononciation. Njigba, ouais. J'ai Et très donc envie de voilà, donc mettre le bip juste avant le mot et te laisser le dire quand même. Ouais. ouais, le jeu de passe c'est vraiment focalisé sur ce gars-là. Et du coup, avec les corners qu'on a, on peut espérer qu'un Jalen Ramsey éteigne ce gars-là. Et du coup, finalement, devoir forcer Sam Darnold d'aller chercher d'autres solutions, ce dont on n'est pas sûr qu'il soit capable de faire. Et après, offensivement, je pense pas que la défense des Seahawks soit insurmontable. Et je pense pas que quand tu regardes l'intégralité du roster des Seahawks, j'ai l'impression qu'on est meilleur sur quasiment tous les postes. Quand tu regardes l'année dernière, comment notre ami était receveur numéro 1 là-bas, Metcalf. Metcalf était receveur numéro 1 là-bas. Là, ils ont récupéré Cooper Cup, qui est a priori plus sur le déclin. Donc, je pense pas qu'ils aient des receveurs qui soient meilleurs, enfin spécialement meilleurs que les nôtres, même si peut-être que sur on va dire la moyenne, peut-être que Cooper Cup plus, on va l'appeler JSN pour éviter de faire des défauts de prononciation, soit entre guillemets un meilleur duo peut-être que ce qu'on a nous, mais je suis pas sûr qu'il soit meilleur. Dans le jeu de course, Charbonnet, Kenneth Walker, à voir, est-ce que c'est meilleur que chez nous? Pas sûr. Le QB, Sam Darnold, est-ce que c'est meilleur que Rodgers? Pas sur la première semaine en tout cas. Et la défense, à tous les postes, globalement, on est meilleur qu'eux. Donc en fait, peut-être pas peut-être qui? Leonard Williams peut-être en ligne défensive? Leonard Williams, t'as C'est meilleur Love que Cam aussi en Hayward? safety. C'est meilleur que Cam Hayward? Oui, oui, Ouais, oui. ok. Sur le premier match, oui. Ok. Parce que ils ont joué McCaffrey, qui a pas fait un match extraordinaire. À la course, à la Ouais. passe, il était bon, mais à la course, c'était un peu plus dur. Non, ils ont Ouais. une bonne défense. Non, mais Ils ont ils ont une une bonne bonne défense. Ils ont une défense, bonne défense, surtout mais regarde la nôtre sur le les papier. corners. Est-ce que la nôtre sur le papier, elle est pas meilleure? Sur le papier. En vrai, il y a quand même. En vrai, quand tu regardes la nôtre sur le papier, tu te dis pas, je Sur le l'échangerais papier, contre celle des alors. Seahawks. Ouais, sur le papier, non, mais on est d'accord. De toute façon, la défense, Ouais, il faut pas se fier à ce qu'on a vu sur la première semaine pour moi. Elle a complètement j'espère, hein. sous-performé, notre défense. Moi, je l'attends clairement. Je l'attends clairement sur ce match-là à un niveau bien plus élevé que ce qu'elle nous a montré sur le premier match. Mais sur le papier, Je suis d'accord. l'intégralité des deux équipes, est-ce qu'on échangerait notre roster contre celui des Seahawks? Je pense pas. Tu as raison. Finalement, je trouve que cette équipe des Seahawks, en tout cas sur le premier match, que j'ai vu quelques highlights, etc., mais surtout en regardant les stats, elle me rappelle quand même beaucoup les Steelers de ces dernières années, hein. Si tu regardes, tu essaies d'analyser un petit peu, tu as un QB qui fait pas d'erreur, mais qui en même temps, 150 yards sur tout le match, c'est peu. Une moyenne de 6 yards par passe, c'est peu. Donc j'imagine peu de risques. Mm. À la course, ça a insisté, Mm. avec 26 courses contre 23 passes, mais sans vraiment de succès, hein, Mm. 3,2 yards par course sur tout le match. Mm. Très peu. Et puis un peu comme on avait George Pickens et personne derrière. Effectivement, il y a Jackson Smith Njigba, Njigba. lentement, qui a 13 cibles. Tu disais tout à l'heure que Will, 7 cibles pour DK Metcalf, c'est beaucoup. 13. Mais surtout le 13 sur reste la première receveur derrière. et 3 pour. Voilà. Le deuxième qui a le plus de targets, c'est 3. C'est 3 Ok. targets. Donc c'est vraiment. L'attaque par les airs a vraiment l'air de passer uniquement par un joueur. Après, il faut le dire quand même, c'est vrai. Nouveau QB, Mm. nouveau receveur, même si Smith et Jigba étaient déjà là, mais ils perdent Lockett et ils perdent Metcalf. Cup qui revient. Je pense que l'attaque montrera de meilleures choses pour eux au cours de la saison. Mais ça se met encore en route et c'est peut-être le bon moment de les jouer C'est en début exactement de ce que j'allais saison quand dire. ils se connaissent Je pas, pense pas que trop bien. c'est le bon moment Du pour les côté jouer. défensif, par contre, je rejoins un peu Will en défense. C'est vrai que ils font des bonnes choses. Effectivement, ils forcent des turnovers. Ils ont quand même gardé les 49ers à 3,3 yards par course sur 36 courses. En gros, sans vraiment lâcher une grosse course, ils ont lâché une course de 13 yards et c'est tout. C'est impressionnant. Après, ils concèdent 9 réceptions à McCaffrey en sortant du backfield pour 73 yards. Quelque part, ça te dit presque
Kenneth Gainwell revient, ça va encore être toi le RB1 parce que tu peux les prendre sur ce genre de système. Mais Mais je suis un peu, je suis un peu du il même côté concède, que il Will. concède, il concède 4 réceptions à Ricky Pearsall, 108 yards. Ok, Ricky Pearsall va être probablement un des bons receveurs dans les années à venir, peut-être même dès cette saison. Mais est-ce que nous, chez nous, on n'a pas des joueurs de ce calibre-là qui sont capables de faire le même genre de match? Je pense que si, quand même, tu vois. Je pense que si. Moi, je Ils vais. ont, Vas-y, vas-y, ils ont Polo. quand même failli apparemment gagner. Apparemment, ça joue sur ils rendent le ballon à la toute fin du match, Ouais, mais sur la fin de la- ils auraient pu gagner. Pour moi, ça rentre quand même, c'est à peu près dans la catégorie Jets. Donc pour moi, c'est la catégorie des équipes que les Steelers doivent battre. Hmm. Et je dirais peut-être même que les Jets c'est plus fort, je pense, sur ce qu'on a vu. Mais pour moi, c'est la catégorie des équipes qu'il faut battre. Moi, les Jets, on va voir, hein. Mais moi, les Jets Mhm. cette année, de ce qu'ils nous ont montré sur le premier match, les Jets cette année, attention, ça pourrait peut-être être l'équipe surprise. Ça pourrait être l'équipe Mhm. surprise. Parce qu'ils ont Je suis tout ce d'accord. qu'il faut, ils ont tout ce qu'il C'est faut vrai. pour faire chier des attaques, pour faire chier des équipes. Ils ont une grosse défense, ils ont une bonne ligne d'attaque avec un gros jeu lourd de ball control, et ils ont Justin Field derrière, plus un gros receveur numéro 1, qui est capable d'étendre les jeux, de courir, de faire un système à la Lamar Jackson, d'aller chercher des passes sur un gros receveur capable d'attraper des balles contestées. Ils ont vraiment, et un coach dont on attend de voir, mais qui faisait quand même des belles choses avec la défense de Détroit l'année dernière. Donc en fait, moi je pense que cette équipe des Jets, avoir gagné contre elle, pour l'instant on trouve ça normal. Peut-être qu'à la fin de la saison, on verra la performance d'un autre œil. Et donc, C'est vrai. je m'attends quand même à un bon match, enfin peut-être un match peut-être plus facile contre cette équipe des Seahawks. Voilà, je... Thomas, on a très bien compris ce que tu faisais, hein. Tu vas être invité sur le podcast des potes des Jets. C'est pas normal de Pas faire du ça, mais tout. écoute, une fois que tu l'auras fait, on appellera la trahison. Euh, tu as parlé très rapidement de Metcalf tout à l'heure qui joue contre son ancienne équipe. Est-ce que ça va être un match particulier pour lui? Est-ce qu'il va demander encore plus de ballons que d'habitude pour montrer, voilà, il aurait fallu essayer de me garder et de me donner la thune? Ou vous pensez que ça va être un match normal et puis il n'y aura pas de vraie différence pour lui? Euh, les Américains, ils adorent ce genre d'histoire. Je pense ils vont forcer. Ils vont essayer de forcer la main. Ils vont essayer de l'impliquer au mieux dans le match. Parce qu'ils adorent pouvoir écrire ce genre d'article. Ah, il est revenu jouer contre son ancienne équipe et il a mis 3 touchdowns. Donc, j'espère et je pense qu'on va s'orienter encore plus sur Metcalf. Et j'espère qu'il sera au rendez-vous, quoi. Parce que bon, là, les 4 drops de la semaine dernière, c'est pas top, quoi. 3 drops. Je, je, je suis d'accord avec Will sur le fait que les Américains raffolent de ce genre de story. Tu vois, le mec qui joue contre son ancienne équipe et tout, t'as la storyline qui est parfaite, etc. Bon. Mais c'est pas trop le délire des Steelers d'alimenter ce genre de trucs. Euh, Moi, je pense ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'ils vont jouer leur jeu, ils vont jouer la course, ils vont tester cette défense des Seahawks, voir s'ils sont capables de faire des choses à la course. Ils vont garder les play action, Rodgers, dans le même style de jeu qu'on a vu la semaine dernière. Moi, je pense que ça, ils vont le garder. Et après, ils vont essayer d'éteindre surtout défensivement l'attaque des Seahawks pour avoir un maximum de ballons en attaque. Et avec Rodgers qui joue juste, des bons calls et la botte de Boswell, voilà, essayer d'aller à chaque fois qu'on va dans la moitié de terrain des Seahawks, de ramener au moins 3 points. Je pense que le plan de jeu, il est là et laisser faire la défense. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que notre défense va relever la tête. Est-ce que notre défense va relever la tête par rapport à ce qu'elle a fait la semaine dernière? Est-ce qu'elle va contenir le jeu de course des Seahawks? À mon avis, la clé du match, elle est là. Si on arrive à contenir leur jeu de course, je pense qu'on a suffisamment maintenant de talent en attaque pour aller marquer des points sur beaucoup de possessions. On l'a vu, hein, parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule possession le week-end dernier qui a abouti à un punt de Weizmann. Sinon, le reste du temps, on a scoré à chaque fois au moins 3 points. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas les années précédentes. Donc, Ouais. il faut s'attendre à, je pense, un match comme ça. Le score, par contre, moi, je sais pas. Allez, c'est le bon moment. C'est le moment de se lancer, Thomas. Tu y arrives. Je vais laisser Polo. C'est Polo qui est le spécialiste des pronos. Il aime bien en plus. Et non, Il vas-y, adore, il vas-y, adore. Polo, C'est plus. commence. Je veux dire, sur ce qu'on a, pardon, sur ce qu'on a vu le week-end dernier, je vais dire un peu plus de points que d'habitude, donc je vais dire 24-18.
Oh là là, ça c'est le polo un peu foufou Ah, là, qui c'est va la te faire dinguerie. ça. La kiffer au dinguerie de polo, là. 24-18. William, t'as Thomas, une idée, vas-y du toi? coup, vu que c'est toi qui nous as lancé Ah, dessus. putain, c'est moi. Un temps de réflexion supplémentaire. Ouais. 20 27 à... 27, 27-16. Bon. Ça fait beaucoup de points d'écart, 10 là. points d'écart, Thomas, t'es Ouais. t'es chaud aussi, hein? Ouais. Hmm. Ouais. Ouais. Oui. Faudrait qu'on réussisse à garder les Sioux à un seul touchdown. Pourquoi pas? Si notre défense se réveille. Allez, moi je leur donne quand même 2 touchdowns. Donc 28, 28-14, allez. Moi voilà, la plus grande. Ouais, toi, tu Ouais. mets 2 TD là où moi je mets 3 field goals. En gros. Voilà. Ok. Ouais. Moi je veux garder Je cette vais pas être dynamique de 4 touchdowns, moi. Moi, je voulais vous donner aussi une petite. J'ai vu passer une petite comparaison, enfin une petite situation qui m'a fait rire. Et juste, il y a 3 ans, le backfield défensif des Steelers, est-ce que vous vous souveniez de qui c'était? je l'ai vu Tu passer. l'as vu? Tu l'as vu passer ce truc? Je l'ai vu passer. Ouais. Ouais. Le backfield de l'année dernière, Backfield des Steelers Ouais. il y a ouais, 3 le ans? backfield défensif, hein. Le backfield défensif des Steelers il y a 3 ans, c'était Cam Sutton, Levi Wallace, Ankelo Witherspoon, Fitzpatrick, Terrell Edmunds, Damonte Kazi et Traynor Wood. 3 ans plus tard, Waouh, waouh, waouh. ouais, ça fait peur quand même, hein. 3 ans plus tard, on se retrouve avec Jalen Ramsey, Darius Slay, Joey Porter, Dishon Elliott, Jabril Peppers, Brandon Nichols et Chuck Clark. La transition est brutale quand même en 3 ans. Voilà, ça m'a C'est fait, ça vrai. m'a Et fait. quelques années avant, on avait le. Vous vous rappelez d'Antoine Blake? Moi, c'est ça que ça m'a rappelé. Ah Il ouais, jouait alors là, ça encore pour le quelques coup, années avant. Je ouais. crois qu'il était plus petit que moi, le mec. Mais bref, peu importe. Thomas, j'ai bien vu que tu avais essayé de t'arranger pour que je fasse pas de pronostic parce que j'avais été trop loin la première semaine. Je comprends, je comprends. Vas-y. Je vais pas être très loin de toi et Will finalement. C'est plus un espoir qu'une vraie prédiction. Mais voilà, j'aimerais bien voir au moins 2 touchdowns d'écart parce que j'ai l'impression que la dernière fois que ça a été fait, il y avait encore des hommes des cavernes qui étaient sur notre terre. Je vais dire, allez, un 35-18. Allez, je passe la barre des 30 ans. Ah ouais, encore. Ouh. Ouais, ça c'est Soyons fous, 18, pourquoi pas. 18 en défense. Ça fait quoi ça? Ça fait Deux quoi? Ça fait Ouais, j'ai touchdowns. fait le calcul aussi. C'est Ça pas fait évident. 3. 3 touchdowns pas transformés. C'est pas évident. Ouais, c'est pas Ouais. évident. Ouais, ou une conversion à 2 points si le score à ce moment-là, Ouais, tu là ça vois. marche. Mais j'ai Effectivement, fait ça le passe. calcul aussi, c'est vrai que le 18, 13 et bref. 13, une converse à 2 Euh, points et 2 field goals, ça passe. Mm. c'est ça. Du coup, Thomas, tu as des choses à nous dire? L'actu, euh, l'actu brûlante du flag, vu que tu es Ouais, assez impliqué. exactement. C'est donc la semaine prochaine, je sais pas si je pourrais être des vôtres. Pour information, donc cette année le championnat d'Europe de flag football. Donc le flag football, c'est voilà, nos camarades qui nous suivent connaissent le flag, hein. C'est le dérivé du football américain. Euh, voilà, avec voilà, petit terrain, plus speed, plus basé essentiellement sur le jeu de passe, même quasi exclusivement sur le jeu de passe. Et le flag football, depuis 2 ans maintenant, est devenu un sport olympique qui sera présent aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Évidemment, tout ça poussé aux fesses par la NFL, qui en fait se sert du flag comme une porte d'entrée médiatique, entre guillemets, pour intéresser l'intégralité du monde au football américain. Donc c'est la façon attractive d'aller chercher en fait les gens. Et donc le football américain étant un peu trop dur à aller mettre aux Jeux Olympiques. C'est trop d'athlètes, trop de monde, c'est trop compliqué en termes de logistique pour intégrer le football américain. Mais le flag était un bon sport pour eux pour mettre de la lumière sur leur culture football. Et donc le sport est passé olympique au JO en 2028. Et donc cette année, c'est le début en fait en gros de la campagne de qualification pour les Jeux Olympiques pour 2028, puisque les processus de qualification débuteront l'année prochaine sur le championnat du monde, qui a lieu en Allemagne l'année prochaine. Mais pour se qualifier pour les championnats du monde, il faut se qualifier sur les championnats continentaux, donc les championnats d'Europe qui ont lieu cette année à Paris.
Donc s'il y a des gens déjà parmi nos viewers qui veulent passer quelques temps, qui sont à Paris sur le mois de septembre, donc il y aura la possibilité d'aller le voir, hein, ça sera dans le Val-de-Marne, du côté de Choisy-le-Roi. Donc voilà, c'est les championnats d'Europe. Donc moi j'y serai en tant que coordinateur offensif de l'équipe féminine. Et donc voilà, donc c'est le petit flash sur ce sport-là, avec un bon espoir de faire un résultat cet automne du coup maintenant, sur ce championnat d'Europe. Tu nous rappelles les dates, Thomas? Oui, alors les dates exactes parce que nous on est un petit peu tronqué, on part avant faire un stage de pré-compétition. Les dates exactes c'est du 24 septembre au 27 septembre, du mercredi au samedi. Voilà. Ça marche Voilà. dans 2 semaines, Exactement, du dans coup. 2 semaines. Moi, je pars en fin de semaine prochaine sur le stage de pré-compétition avec les filles. Et ensuite, voilà, on va enchaîner. On va faire les 4-5 jours de stage de pré-compétition. Et puis, on va enchaîner avec la compétition. Dans notre poule, en filles, on a l'Espagne, qui est vice-championne d'Europe. On a la Pologne, la Norvège et la Suède. Voilà, c'est une poule de 5. Et il faut finir dans les 2 premières places pour accéder en quart de finale. Et puis après, quart, demi-finale. Et donc Mhm. voilà, on espère déjà faire réussir un gros match contre les Espagnols qui nous ont sorti l'année dernière au championnat du monde, mais dont on sait que c'est une équipe qu'on peut prendre. Donc voilà, on va préparer sérieusement pendant ce stage, ce championnat d'Europe, et puis on va essayer de rendre fiers les gens, les amateurs de flag et de football américain français qui vont nous regarder cet automne. Et justement, comment est-ce qu'on peut vous suivre? Eh bien, alors, il y a sur le site de l'IFAF, ok, l'International Flag American Football, tu as des liens. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà suivre le championnat continental américain. Il a débuté, je crois, aujourd'hui, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur le site de l'IFAF. Vous avez les lives qui sont directement, voilà, qui sont de tous les terrains, qui sont, euh, qui sont retransmis. Et donc, à partir de jeudi, du coup, de mercredi 24, pardon, vous aurez les premiers matchs en lien sur le site de l'IFAF. Cool. Donc, n'hésitez pas à venir regarder ça, Cocorico. Et puis, si vous êtes en région parisienne, bah, venez au parc interdépartemental à Choisy-le-Roi pour suivre ça. Vous avez tous les liens et toutes les informations qui sont disponibles sur le site de la Fédération française de football américain. Donc voilà, allez faire un saut là-bas, vous avez des infos un peu plus précises Super. que ce que je viens de vous dire. Super. Je mettrai les liens dans la description de cet épisode et puis on essaiera de rappeler ça aussi pour l'épisode de la semaine prochaine puisqu'on sera à quelques jours du coup de l'entrée en liste dans ce tournoi. Thomas, Exactement. rends-nous fiers. Hein, essaye de trouver ta Ben Skoronek dans ton équipe et tout ira bien. On n'a pas de spécial team, ça va être plus dur. Il n'y a pas de spécial team au flag, Mais donc attends, c'est un joueur d'attaque. C'est un c'est joueur vrai, c'est vrai. d'attaque Il a aussi, marqué, Ben il a marqué, Skoronek, il je a te marqué, il rappelle. a marqué, il a marqué le week-end dernier, Voilà. donc voilà. On va faire Super, bah le boulot écoutez, comme ça. merci à tous. On te souhaite le meilleur. À toi et Merci. à toute l'équipe. Merci à tous. Bon match dimanche face aux Seahawks en espérant se retrouver la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles et des prédictions encore quasi exactes. Et d'ici là, bah, écoutez, here we go.